Application du théorème de Gauss à une distribution de charge surfacique sur une sphère. Donc, considérons une sphère conductrice creuse qu'on appellera A. Creuse, ça veut dire que la sphère ne contient aucune matière à l'intérieur. Et considérons une charge Q positive distribuée de façon uniforme sur la surface de cette sphère, qu'on appellera SA. Nous nous proposons de calculer ou déterminer le champ et le potentiel électrique créés par cette distribution de charge. Nous pouvons associer à cette distribution de charge une densité de charge surfacique qu'on appellera sigma, qui est donnée par le rapport de la charge totale divisé donc sur la surface de la sphère, Q sur SA. Sigma sera bien sûr constante. Dans une représentation à deux dimensions, la sphère peut être représentée par un cercle de centre haut et de rayon grand R, les charges étant distribuées sur la surface de façon uniforme. Nous nous proposons d'abord de calculer le champ électrique créé par cette distribution de charges à l'intérieur de la sphère A, c'est-à-dire en considérant un point M se trouvant à l'intérieur de la surface de la sphère A, distant du centre O de la distance petit r, telle que petit r est inférieur à grand R. Que dit le théorème de Gauss? Il dit que si nous choisissons une surface de Gauss SG, telle que cette surface est fermée et contient le point M, le flux du champ électrique créé par la distribution de charges à travers la surface de Gauss est égal à la somme des charges comprises à l'intérieur de la surface de Gauss que divise ε0. ε0, c'est la permittivité du vide. Ici, nous considérons que notre sphère est située, ou elle est placée dans le vide. Si elle est placée dans un autre milieu, nous remplacerons dans ce cas-là ε0 par ε, la permittivité du milieu. Alors, à quoi est égal le champ électrique à l'intérieur de la surface de Gauss? Alors, si nous prenons n'importe quelle surface de Gauss, HG, fermée, passant par le point M, nous constatons qu'il n'y a absolument aucune charge à l'intérieur de cette surface, quelle que soit la forme de cette surface. 100 sur I de QI sera toujours égal à 0. Donc, puisque le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss est nul, et que cette surface est quelconque, nous en déduisons que forcément le vecteur champ électrique est nul pour R inférieur à grand R. Donc, le champ électrique créé par une distribution de charge à l'intérieur d'une sphère chargée en surface est égal à 0. Passons maintenant dans la région extérieure, ça veut dire nous allons maintenant placer un point M à l'extérieur de la surface de la sphère A et nous voulons calculer le champ électrique créé par la distribution de charge en ce point M. Donc dans ce cas-là, petit r sera supérieur à grand R. Passons à l'application du théorème de Gauss. Il faut respecter certaines étapes. L'étape 1 est de tracer les lignes du champ électrique. Nous devons être capables de connaître la direction et le sens du champ électrique au point M, ainsi que dans toute la région extérieure à la sphère A. La méthode à suivre est comme suit. Nous devons dessiner les surfaces équipotentielles à l'extérieur de la sphère A. Nous savons que les surfaces équipotentielles prennent la même forme que celle de la surface matérielle sur laquelle les charges électriques sont distribuées. Donc, dans ce cas, les charges sont distribuées sur une sphère, donc sur une surface sphérique. Les équipotentiels seront également des surfaces sphériques, concentriques, toutes de centre haut. Alors ici, nous pouvons déjà affirmer que le potentiel le plus élevé est au niveau de la sphère A, puisque les charges sont positives. Donc le potentiel le plus élevé est au niveau de la sphère A. Plus on s'éloigne de la sphère A, plus le potentiel diminue jusqu'à ce qu'il s'annule
à l'infini. Donc, nous aurons la sphère A qui sera portée au potentiel le plus élevé, et puis au fur et à mesure, le potentiel va en diminuer. Maintenant, traçons ou dessinons les lignes de champ. Qu'est-ce qu'on sait sur les lignes de champ? Elles traversent perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Donc, quel type de lignes peuvent traverser perpendiculaires des surfaces sphériques? C'est des lignes radiales. Donc, les lignes de champ sont des lignes radiales. Très bien. Dans ce cas-là, nous allons dessiner une ligne radiale. Une ligne radiale est une ligne qui passe par le centre de la sphère. Donc, en blanc ici, c'est une ligne radiale. Elle passe par le centre de la sphère et passe aussi par le point 1. On voit bien qu'elle traverse les surfaces sphériques perpendiculairement, puisqu'elles sont perpendiculaires à la tangente, au point où elles traversent ces équipotentiels, à l'intersection. Quelle est une ligne de champ? C'est une ligne orientée. Ça veut dire que nous devons préciser le sens du champ électrique. Nous savons que le champ électrique est dirigé des potentiels les plus élevés vers les moins élevés. Donc le plus élevé étant ici, le moins élevé à l'infini. Donc voici le sens du champ électrique. On peut faire un autre raisonnement. Nous savons que les charges électriques sont positives. Le champ électrique est donc sortant. Le vecteur champ électrique E est donc dirigé vers l'extérieur. Donc, le champ électrique est un champ radial sortant. Je vais représenter ces lignes de champ un peu partout dans la région extérieure. Donc, vous remarquez ici que je ne vais plus représenter la ligne du champ à l'intérieur de la sphère A. Pourquoi? Parce que nous avons déduit que le champ électrique était nul à l'intérieur. Donc, les lignes de champ vont démarrer à partir de la sphère chargée. Il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur. Donc, nous avons ici une discontinuité. Le champ électrique, il est nul ici et il sera non nul à l'extérieur. Nous aurons une discontinuité lorsque petit r sera égal à grand R. Donc, les lignes de champ sont représentées par les lignes en blanc. Je ne vais plus avoir besoin des surfaces équipotentielles. Je les enlève. Appliquons désormais le théorème de Gauss. Commençons donc, on va passer à l'étape numéro 2, c'est le choix de la surface de Gauss. Nous devons donc choisir une surface fictive, c'est une surface imaginaire, fermée, passant par le point M. Pour faciliter l'application du théorème de Gauss, il faudrait respecter certaines règles. Alors, il faudrait que le champ électrique soit, si possible, partout à la même direction que le vecteur ds. Donc, l'idéal, c'est de prendre comme surface de Gauss une surface équipotentielle fermée, comprenant le point M. Qu'est-ce qu'on sait sur les surfaces équipotentielles? Elles sont circulaires. Donc, nous allons tracer une surface de Gauss sphérique, pardon. Donc, la surface de Gauss, c'est une surface sphérique, puisque c'est la forme de l'équipotentiel. Donc, ici en rouge, c'est la surface de Gauss. Elle passe par le point M. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que en tout point de la sphère de Gauss, le module du champ électrique sera constant. Pourquoi? À cause de la symétrie de la distribution de charges. Nous avons une charge distribuée sur une surface, il y a une symétrie sphérique, donc le champ électrique sera distant. Donc si vous voulez, pour R constant. Pour R constant, le module du champ électrique sera le même. La direction du champ est différente, le sens du champ est différent, mais le module de E sera constant sur toute la surface de Gauss. Donc, et comment on calcule une surface sphérique? Une surface sphérique est égale à 4pi r au carré.
Donc, la valeur de la surface de Gauss est égale à 4pi r au carré. Nous allons passer à la prochaine étape qui est la représentation du vecteur ds. Nous avons représenté le vecteur E, représentons maintenant le vecteur ds. C'est un vecteur normal à la surface de Gauss qui est toujours sortant. Il est indépendant du signe de la charge. Qu'elle soit positive, que la charge soit positive ou négative, le vecteur ds est toujours sortant. C'est un vecteur purement mathématique. Son sens n'a rien à voir avec la physique. Donc ds sera toujours sortant. Ce n'est pas comme le vecteur champ électrique qui est dans ce cas-là sortant, mais si les charges étaient négatives, le vecteur champ électrique aurait été en rentrant. Donc, le vecteur ds, c'est un vecteur normal à la surface de Gauss. Donc ici, il sera lui aussi radial, dirigé toujours vers l'extérieur. Je vais représenter les autres vecteurs ds au niveau de chaque ligne de champ. Donc vous voyez que là, partout, les vecteurs ds et E sont parallèles. Ils ont la même direction, ce qui va faciliter le calcul de l'intégrale ainsi que du produit scalaire. Donc, gardons en tête que le module de E sera constant sur toute la surface de Gauss. Et on passe à l'étape numéro 3 qui est le calcul de l'intégrale. Donc, l'intégrale du produit scalaire EDS. On sait que le produit scalaire de deux vecteurs est donné par le module du premier vecteur fois le module du deuxième vecteur fois cosinus θ. Θ étant l'angle entre les deux vecteurs, donc l'angle entre E et ds. Donc, vous remarquez ici que l'angle entre E et ds égale à 0. C'est ce qui nous donne un cosinus θ égale à 1. Donc, le cosinus θ ici sera identifié à l'unité. Comme nous avons dit, le module de E est constant sur toute la surface de la sphère de Gauss. Tant que petit r est constant, le module de E, l'intensité du champ électrique sera la même partout. Ce qui fait que nous pouvons faire sortir le module de E de l'intégrale, puisque l'intégrale est sur la surface de Gauss. Nous intégrons sur la surface de Gauss, ça veut dire nous allons balayer toute la surface. Alors, à quoi est égale l'intégrale de ds sur la surface de Gauss? C'est Sg. L'intégrale de ds, c'est la surface de Gauss. Et on sait que la surface de Gauss est égale à 4pi r au carré. Donc, l'intégrale ou le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss est égal à 4pi r au carré fois le module 2. Passons maintenant à au deuxième terme du théorème de Gauss. À quoi sont égales les charges comprises à l'intérieur de la surface de Gauss? Observons bien notre surface de Gauss. Qu'a-t-on comme charge à l'intérieur de Sg? Nous voyons bien que à l'intérieur de Sg, nous trouvons toute la charge qui a été distribuée sur la sphère A. Donc la totalité de la charge se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc somme sur I de QI est égale à Q. Et en rassemblant donc les deux termes du théorème de Gauss, nous trouvons donc que 4pi r au carré module de E égale à Q sur epsilon 0. Et on en déduit que le module de E est égal à Q sur 4pi epsilon 0 r au carré. Comme 1 sur 4pi epsilon 0 est égal à K, donc c'est KQ sur R au carré. L'expression vectorielle du champ électrique est donnée par donc, le module de E fois le vecteur unitaire associé à la direction de E. Comme E est radial, le vecteur unitaire associé à E, c'est bien le vecteur unitaire radial UR. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette expression est identique à celle donnée donc le champ électrique créé par une distribution de charge sphérique, est identique au champ électrique créé par une charge ponctuelle, KQ sur R au carré. Donc, nous pouvons considérer qu'à l'extérieur d'une surface une sphère chargée en surface, le champ électrique est identique à celui créé par une charge ponctuelle. Donc, en résumé, une sphère chargée en surface a en son intérieur un champ électrique nul.
et à son extérieur un champ électrique donné par KQ sur R au carré, donc équivalent à une charge, au champ électrique créé par une charge ponctuelle. Alors passons maintenant au calcul du potentiel électrique dans les deux régions, la région intérieure et la région extérieure à la surface. Comme nous disposons des expressions du champ électrique, le potentiel peut en être déduit à travers la relation ou l'expression dV égale à moins E scalaire dL. Alors ici, comme le champ électrique est constant pour R constant, donc il dispose d'une symétrie sphérique. Et dans ce cas-là, le dl, le vecteur déplacement, va être exprimé en coordonnées sphériques comme ceci. Ainsi, dv sera égal donc à moins E, qui est donné par ER puisqu'il est radial, scalaire dl. Comme UR est parallèle à UR, donc l'angle entre UR et UR c'est 0, donc UR scalaire UR est égal à 1. UR scalaire Uθ égale à 0 puisqu'ils sont perpendiculaires. UR scalaire Uφ est égal à 0. Donc le seul terme qui nous reste, c'est ER dr. Et de façon générale, lorsqu'on écrit un produit scalaire E scalaire déplacement, dl, le vecteur déplacement dl, le seul terme qui va rester, c'est le terme qui est donc associé à la même direction que E. Donc si E est radial, on n'aura que le terme dr. Si E est suivant l'axe des x, on aura ici que des x. Si E est suivant y, nous aurons ici que le dy. Donc, nous disposons des expressions du champ électrique et nous savons que dV égale à moins ER dr. Nous allons donc calculer le potentiel en intégrant cette expression-là. Dans la première région, donc la région intérieure à la sphère A, donc pour petit r inférieur à grand R, nous savons que le champ électrique est nul, donc ER égale à 0. Donc dV égale à 0. Si dV égale à 0, ça veut dire que V est une constante qu'on appellera C et qu'on déterminera tout à l'heure. Dans la région extérieure, donc pour petit r supérieur à grand R, donc dV égale à moins ER étant égal à KQ sur R au carré, ou Q sur 4pi y0 R au carré, nous la remplaçons, et nous allons donc intégrer cette expression-là. Nous allons intégrer sans préciser les bandes d'intégration, et vers la fin rajouter une constante. Donc V, c'est l'intégrale de dV, égale à moins Q sur 4pi y0 au carré R au carré dr. Donc Q sur 4pi y0 étant des constantes, elles sortent de l'intégrale. Il nous reste l'intégrale de moins 1 sur R au carré, qui est égale à 1 sur R. Donc V est égal à Q sur 4pi y0 fois 1 sur R, plus la constante bien sûr. Maintenant, nous allons déterminer cette constante et la constante C. Commençons par cette constante. Nous sommes donc, cette expression-là est valable dans la région extérieure, dans la région pour petit r supérieur à grand R. Nous connaissons le potentiel pour r égale à l'infini, très loin de la sphère A. Effectivement, très loin de la sphère A, le potentiel est nul. Donc pour petit r égale à l'infini, V de l'infini égale à 0. Donc je prends cette expression-là et je remplace petit r par l'infini. Je trouve Q sur l'infini plus la constante, Q sur l'infini étant égal à 0. J'en déduis que la constante égale à 0. Donc ici, la constante égale à 0. Passons au calcul ou la détermination C. Alors, je récapitule. Le potentiel électrique égale à la constante C à l'intérieur de la sphère et KQ sur R à l'extérieur de la sphère. Remarquez ici que nous avons mis inférieur ou égal et supérieur ou égal. Effectivement, le potentiel électrique a la particularité ou la propriété d'être continu partout dans l'espace. Il n'y a pas de discontinuité sur le potentiel. C'est-à-dire que pour petit r égale à grand R, ces deux expressions doivent donner la même valeur. Donc, nous allons écrire que pour petit r égale à grand R, ces deux expressions sont identiques. Et donc, on n'a qu'à remplacer petit r par grand R et on déduit la constante C égale à KQ sur R au carré. Donc, finalement, le potentiel électrique est donné par KQ sur grand R à l'intérieur de la sphère A, qui est une constante. Donc, à l'intérieur de la sphère, le potentiel est constant, c'est KQ sur R. Et à l'extérieur de la sphère, le potentiel est égal à KQ sur petit r. C'est un potentiel décroissant.